Pouvez-vous croire qu'une fille puisse haïr sa propre mère au point de l'humilier publiquement lors d'une fête de famille? Je suis Clara, j'ai 69 ans, et jamais je n'aurais imaginé vivre assez longtemps pour voir le jour où ma propre fille me mépriserait à ce point. C'était un après-midi gris de novembre à Marseille, typique de l'automne dans le sud de la France. Le vent méditerranéen soufflait fort, apportant l'odeur salée de la mer tandis que je marchais dans les rues escarpées du quartier du Panier, portant un petit cadeau pour ma petite fille Sophie, qui fêtait ses 15 ans. Mes pas résonnaient sur les ruelles pavées, et chaque respiration formait un petit nuage dans l'air froid. J'avais choisi avec tant de soin un collier délicat dans une bijouterie du Vieux-Port, c'était tout ce que ma modeste retraite permettait, mais il venait du cœur. En arrivant chez ma fille Margot, dans l'élégant 8e arrondissement près de la Corniche Kennedy, j'ai immédiatement ressenti le contraste. La résidence moderne, avec vue sur la Méditerranée et ses grandes baies vitrées, contrastait brutalement avec mon petit appartement dans le quartier populaire de la Belle de Mai. Margot, à 45 ans, avait épousé un avocat prospère et construit une vie que je n'aurais jamais pu lui offrir. Mais j'étais là par amour pour ma petite fille, pas par envie. La fête battait son plein. Des membres de la famille, des amis de l'école de Sophie, quelques collègues des parents. Je me sentais déplacée avec ma robe simple de chez Tati parmi tous ces vêtements de marque, mais j'essayais de sourire et de participer aux conversations. Sophie m'avait accueillie avec une étreinte affectueuse, elle avait toujours été douce avec moi, contrairement à sa mère. C'est alors que j'ai vu Margot dans le coin du salon, manipulant son téléphone portable avec ce sourire malicieux que je connaissais depuis qu'elle était petite. Un sourire qui précédait toujours quelques méchantes farces. Elle prenait des photos, postait des stories sur Instagram, riait avec ses amis. Soudain, j'ai vu qu'elle pointait le téléphone dans ma direction, faisait une grimace de dégoût et commençait à taper quelque chose. Mon cœur s'est glacé quand Sophie, qui était à mes côtés, a soupiré profondément et a dit doucement: « Mamie Clara, s'il te plaît, ne regarde pas l'Instagram de maman maintenant. » Mais c'était trop tard. Ma curiosité et un terrible pressentiment m'ont fait prendre mon vieux téléphone et chercher le profil de ma fille. J'étais là, sur la photo. Mon visage fatigué, mes rides profondes, mes cheveux grisonnants un peu décoiffés par le vent méditerranéen. Et en dessous, la légende qui a déchiré mon cœur: son visage me dégoûte, certaines personnes vieillissent vraiment mal, dièse fête de famille #réalité crue. Le monde a tourné autour de moi. J'ai senti ma vue s'obscurcir un moment. Là était ma propre fille, la petite fille que j'avais portée dans mon ventre, que j'avais allaitée, que j'avais élevée seule après que son père nous ait abandonnés, exposant publiquement son dégoût pour moi. Les commentaires commençaient déjà à apparaître: « Mon Dieu, que c'est cruel, pauvre madame, c'est votre mère, quel manque de respect. » Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. J'ai senti des larmes chaudes couler sur mon visage ridé. 45 ans dédiés à cette petite fille, travaillant dans 2 emplois comme femme de ménage pour payer ses études privées, ses beaux vêtements, ses voyages de vacances. 45 ans à être humiliée, méprisée, traitée comme un fardeau gênant. Et maintenant ceci, cette humiliation publique, devant toute la famille et les amis. Je me souvenais de chaque sacrifice, de chaque nuit blanche passée à travailler pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'il y avait de mieux. De comment j'économisais sur mon propre déjeuner pour acheter les fournitures scolaires chères qu'elle exigeait. De comment je portais les mêmes vêtements pendant des années pour qu'elle puisse suivre la mode. Des heures supplémentaires que je faisais en cachette, nettoyant des bureaux la nuit après avoir déjà travaillé toute la journée, juste pour pouvoir lui acheter ce livre qu'elle voulait absolument ou ces chaussures que, toutes ses amies, avaient. Margot m'a vu regarder le téléphone et a souri avec une satisfaction cruelle. Elle s'est approchée, balançant ses cheveux blonds parfaitement coiffés, portant une robe qui coûtait plus que ma retraite de 3 mois. Ses ongles manucurés brillaient sous les lumières du salon, et ses bijoux étincelaient, tout cela payé par l'argent de son mari, bien sûr, car elle n'avait jamais vraiment travaillé de ses mains comme moi. « Ah, maman, tu as vu ? Je ne faisais qu'être honnête. Tu as vraiment besoin de mieux prendre soin de toi. Regarde-toi, quelle honte de devoir te présenter à mes amis comme ça. »
Les mots sortaient de sa bouche comme des coups de poignard. Autour de nous, quelques membres de la famille commençaient à percevoir la tension. Ma sœur Marie s'approchait, inquiète. Mon beau-frère Paul détournait le regard, gêné. Sophie était visiblement mal à l'aise, partagée entre défendre sa grand-mère et ne pas défier sa mère. « Margot, comment peux-tu parler ainsi à ta propre mère ?» chuchotait Marie, indignée. « Vous ne comprenez pas ?» répondait Margot, haussant le ton. « Elle a toujours été comme ça. Elle m'a toujours fait honte. À l'école, quand elle venait me chercher celle du travail. Aux remises de diplôme, avec ses vêtements bon marché. Maintenant, à 69 ans, elle n'arrive même pas à s'arranger correctement pour une simple fête. C'est embarrassant. » Chaque mot était un coup de poignard. Je me souvenais de chaque humiliation silencieuse que j'avais endurée pour elle. Les regards de pitié des autres mères à la sortie de l'école quand j'arrivais directement du travail, encore en uniforme de ménage. Les fois où je restais dans ma voiture pendant les réunions de parents d'élèves parce que je n'avais pas de vêtements assez élégants pour me mélanger aux autres parents. Les anniversaires d'enfants riches où je déposais Margot et repartais aussitôt, sachant que ma présence la gênerait. Un des amis de Margot, un homme élégant dans la cinquantaine, observait la scène avec un mélange de curiosité et de malaise. Je l'avais entendu plutôt parler de ses voyages en première classe et de sa nouvelle BMW. Il regardait maintenant cette vieille femme en robe simple et comprenait probablement d'où venait cette gêne que Margot ressentait. Le silence pesant s'installait dans la pièce. Tous nous regardaient. Certains avec pitié pour moi, d'autres avec gêne face à la situation. Quelques adolescents avaient arrêté leur conversation et observaient, leur téléphone toujours à la main, peut-être tentés de filmer cette scène dramatique pour leurs propres réseaux sociaux. Margot semblait satisfaite de l'effet causé, comme si elle avait enfin réussi à me remettre à ma place. Sophie s'est approchée de moi, ses jeunes yeux brillants de larmes retenues. « Mamie Clara, tu veux qu'on sorte prendre l'air ?» a-t-elle murmuré, essayant de me protéger de cette humiliation publique. Mais c'est alors que quelque chose en moi s'est brisé. Ou plutôt, s'est libéré. J'ai rangé le téléphone dans mon sac, essuyé les dernières larmes et regardé directement dans les yeux de ma fille. Pour la première fois en 45 ans, j'allais dire la vérité. La vérité complète. La vérité qu'elle ne s'attendrait jamais à entendre. « Margot », ai-je dit d'une voix ferme qui m'a surprise moi-même. « Tu veux parler de visages qui dégoûtent ? Alors je vais te raconter une histoire que tu n'as jamais su. Une histoire sur le visage le plus dégoûtant que j'ai jamais vu de ma vie. » Mes mots ont coupé l'air comme une lame. Le silence qui a suivi était différent, plus lourd, plus attentif. Même les adolescents avaient posé leur téléphone. Margot m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pour la première fois depuis des années, elle semblait incertaine, presque effrayée. Les lumières du salon paraissaient soudain plus vives, accentuant chaque ride de mon visage, mais aussi révélant quelque chose de nouveau dans mes yeux, une détermination que j'avais gardée enfouie pendant des décennies. Le moment était venu de libérer tous les secrets que j'avais portés, toutes les vérités que j'avais cachées pour protéger cette fille ingrate. Et je savais que ce que j'allais révéler changerait notre relation à jamais. Attendez de découvrir quelle fut la réponse dévastatrice que j'ai donnée à ma fille ingrate. Ce que j'ai révélé l'a fait trembler et pâlir devant toute la famille. La vérité que j'ai gardée pendant 45 ans a enfin éclaté, et ce qui s'est passé ensuite a changé notre relation pour toujours. Ne ratez pas les prochains chapitres, vous n'allez pas croire ce qu'elle a découvert sur son propre passé. Le silence dans le salon était assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur moi, attendant ce que j'allais dire. Margot me regardait avec cet air de supériorité, comme s'il ne s'agissait que d'un de mes drames de « vieille dramatique », comme elle avait l'habitude de m'appeler. Je pouvais sentir mon cœur battre si fort que j'étais sûr que tout le monde l'entendait. Mes mains tremblaient légèrement, mais pour la première fois depuis des décennies, ce n'était pas de peur ou de tristesse, c'était d'une rage froide et déterminée qui montait du plus profond de mon être. 45 ans de silence, 45 ans de secrets gardés pour protéger cette fille ingrate, tout allait enfin sortir. Tu veux parler de visages dégoûtants, Margot ?
Alors je vais te raconter le visage le plus dégoûtant que j'ai jamais vu de ma vie. C'était le visage de ton père, Henri Dubois, quand je l'ai trouvé dans le lit avec ma meilleure amie, 3 jours après ta naissance. La couleur a disparu du visage de Margot comme si on avait tiré un rideau. Elle avait toujours su que son père l'avait abandonnée, mais jamais elle n'avait connu les détails. J'avais gardé ce secret pendant 45 ans, la protégeant de la vérité brutale. Ses amis élégants, qui quelques minutes auparavant ricanaient de mon apparence, étaient maintenant silencieux, mal à l'aise d'être témoins de quelque chose d'aussi intime et douloureux. Je venais de te mettre au monde, après un accouchement de 18 heures. Mon corps était détruit, je pouvais à peine marcher. Je suis rentrée plus tôt de l'hôpital parce que tu avais de la fièvre et j'étais désespérée. Et là il était, l'homme qui avait juré de m'aimer dans la joie et la tristesse, dans le lit que nous avions acheté ensemble, avec Sylvie, mon amie depuis l'enfance. Je me suis arrêtée un moment, laissant les mots pénétrer. Sophie s'était rapprochée de sa mère, inquiète, ne comprenant pas entièrement ce qui se passait mais sentant l'énormité du moment. Pierre, le mari de Margot, avait posé sa coupe de champagne et nous regardait avec une attention totale, réalisant probablement qu'il était en train d'apprendre des choses sur sa belle famille qu'il n'avait jamais soupçonnées. « Sylvie » murmura Margot, la voix tremblante. Elle se souvenait de cette femme, la « tante Sylvie », qui avait disparu de nos vies quand elle était petite, sans explication. « Oui, Sylvie. Ta marraine. Celle qui t'avait tenue dans ses bras quand tu étais bébé, qui t'avait acheté tes premiers jouets, qui prétendait m'aimer comme une sœur. » Ma voix devenait plus dure à chaque mot. Elle était là, nue dans mon lit conjugal, avec ton père, 3 jours seulement après que j'ai failli mourir en te donnant la vie. Margot s'est assise lourdement sur une chaise, son arrogance disparaissant rapidement. Ses mains parfaitement manucurées tremblaient maintenant, et ses bijoux coûteux semblaient soudain déplacés dans ce moment de vérité brute. Le visage de ton père quand il m'a vu, mon Dieu, Margot. Ce n'était pas de la honte, ce n'était pas du remords. C'était du dégoût. Du dégoût pour moi, qui venait de donner naissance à sa fille. Il a regardé mon corps encore gonflé, mon visage fatigué, et il a dit exactement ces mots, « Clara, tu es horrible. Je ne peux plus te toucher. Sylvie me donne ce que tu ne peux plus me donner. » Les larmes commençaient à rouler sur le visage de Margot. Pour la première fois en décennies, j'ai vu de la vulnérabilité dans ses yeux. Mais je n'avais pas fini. Il y avait tellement plus qu'elle devait savoir. Tu sais ce qu'il a fait ensuite? Il a ri. Il a regardé mon corps postpartum, mes vergetures, mes seins gonflés de lait, et il a ri avec Sylvie. Ils ont ri de moi, Margot. De la femme qui venait de risquer sa vie pour donner naissance à son enfant. Marie était maintenant en train de pleurer ouvertement. Paul tenait la main de sa femme, visiblement ému. Les autres invités restaient en silence respectueux, réalisant qu'il assistait à quelque chose de profond et douloureux. Même les adolescents, qui quelques minutes avant étaient absorbés par leur téléphone, écoutaient avec une attention totale. Il est parti de la maison ce même jour, te laissant avec 3 jours de vie et une mère qui pouvait à peine tenir debout. Sylvie venait de terminer ses études de droit, elle avait de l'argent, elle avait un corps qui n'avait pas été marqué par la grossesse. Elle pouvait lui offrir ce qu'il voulait, le statut, la beauté, la facilité. J'ai fait une pause, regardant autour de moi tous ces visages attentifs. Pour la première fois de ma vie, j'avais un public captivé, et paradoxalement, c'était pour raconter les moments les plus douloureux de mon existence. Mais ce n'était pas tout, Margot. Après qu'il soit parti, j'ai reçu la visite de Sylvie le lendemain. Tu étais dans mes bras, tu pleurais de faim, et moi j'étais là, épuisée, encore saignante de l'accouchement. Elle est entrée dans notre petit appartement comme si de rien n'était. Margot me regardait maintenant avec des yeux écarquillés, comme si elle découvrait une autre personne en moi. Elle portait une robe rouge, je m'en souviens parfaitement. Rouge comme le sang que j'avais perdu en te donnant la vie. Elle s'est assise sur le canapé où tu dormais parfois, et elle m'a dit, avec un sourire cruel, « Clara, tu dois comprendre qu'Henri a besoin d'une vraie femme maintenant. Regarde-toi.
Tu es devenue repoussante. Comment peux-tu espérer garder un homme dans cet état? Le silence était maintenant total. Même les bruits de la circulation de Marseille semblaient s'être tus. Sophie tenait maintenant la main de sa mère, qui tremblait de plus en plus. J'étais là, tenant ma fille de 4 jours dans mes bras, écoutant ma meilleure amie me dire que j'étais repoussante parce que mon corps portait les marques d'avoir donné la vie. Et tu sais ce qu'elle a fait ensuite? Elle t'a regardé, toi, ce petit bébé innocent, et elle a dit, au moins, espérons qu'elle héritera de la beauté de son père et pas de ça. Margot a gémi comme si elle avait reçu un coup physique. Les mots de Sylvie, prononcés il y a 45 ans, résonnaient maintenant dans cette pièce élégante, révélant l'ironie cruelle du destin. Alors j'ai pris une décision, Margot. J'ai décidé que tu ne connaîtrais jamais cette cruauté. Que tu ne saurais jamais à quel point ton père et sa nouvelle femme t'avaient rejeté avant même de te connaître. J'ai décidé de porter seul ce fardeau pour que tu puisses grandir sans cette blessure. J'ai marché vers la fenêtre, regardant la mer Méditerranée qui scintillait au loin, la même mer que je regardais de mon petit appartement quand j'étais jeune mère célibataire. Après leur départ, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu mon visage gonflé, mes cheveux défaits, les cernes profondes. Et tu sais ce que j'ai pensé? J'ai pensé qu'ils avaient peut-être raison. Que j'étais peut-être vraiment repoussante. J'ai tourné le dos à la fenêtre pour faire face à ma fille. Mais alors tu as commencé à pleurer dans le berceau. Et quand je t'ai prise dans mes bras, quand j'ai vu tes petits yeux bleus me regarder avec tant de besoin, tant de confiance, j'ai compris. Peu importait à quoi je ressemblais. Peu importait si j'étais belle ou laide. J'étais ta mère. C'était ma responsabilité de t'aimer, de te protéger, de te donner le meilleur que je pouvais, indépendamment de ce que cela me coûtait. Margot sanglotait maintenant, couvrant son visage de ses mains. Ses amis élégants regardaient leurs chaussures, mal à l'aise d'être témoins de cette révélation familiale si intime. Alors j'ai travaillé, Margot. J'ai travaillé comme jamais je n'avais imaginé qu'il était possible. 2, parfois 3 ménages par jour. Je nettoyais des bureaux la nuit, des maisons le matin, des magasins l'après-midi. Mes mains sont devenues rugueuses, mon dos a commencé à me faire mal, mes pieds gonflaient tellement que j'arrivais à peine à enlever mes chaussures. Maman, a-t-elle murmuré, la voix étranglée. Je n'avais pas le temps de m'arranger, Margot. Je n'avais pas d'argent pour le coiffeur, pour de beaux vêtements, pour des crèmes anti-rides. Chaque centime que je gagnais était pour toi. Pour tes vêtements, ton école privée, tes livres, tes cours de piano que tu voulais tant. Je me suis agenouillée devant elle, tenant ses mains pour la première fois en années. Ses mains douces et soignées contrastaient cruellement avec les miennes, rugueuses et marquées par des décennies de travail dur. Tu te plains de mon visage? Ces rides ont été creusées par les inquiétudes pour toi. Inquiétude quand tu tombais malade et que je n'avais pas d'argent pour un médecin privé. Inquiétude quand tu pleurais parce que tu voulais les mêmes baskets que tes amis riches. Inquiétude quand tu avais de mauvaises notes à l'école et que je passais les nuits blanches à t'aider avec tes devoirs après avoir travaillé 12 heures. Le silence dans la pièce était total. Même les enfants avaient arrêté de jouer. On n'entendait que les sanglots étouffés de Margot et le bruit lointain des vagues de la Méditerranée. Mes cheveux ont blanchi tôt, pas à cause de l'âge, mais à cause du stress. Le stress d'élever une fille seule, de ne jamais réussir à donner tout ce qu'elle voulait, de voir que, malgré tous mes sacrifices, elle avait honte de moi. Pierre s'est approché, mettant une main protectrice sur l'épaule de sa femme. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il me regardait avec un respect profond. « Clara » a-t-il dit doucement, je ne savais pas, Margot ne m'avait jamais dit. Bien sûr qu'elle ne savait pas, ai-je répondu, mes yeux toujours fixés sur ma fille. Comment aurait-elle pu savoir? J'ai tout fait pour qu'elle ne se sente jamais coupable. Je ne voulais pas qu'elle porte le poids de mes sacrifices. Je voulais qu'elle soit heureuse, confiante, qu'elle ait tout ce que je n'avais jamais pu avoir. Margot a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'y avais pas vu depuis son enfance,
de l'amour pur, sans condition, sans jugement. Mais regarde le résultat, Margot. En essayant de te protéger de la vérité, j'ai créé une fille qui ne sait pas reconnaître les sacrifices, qui ne ressent pas de gratitude, qui a honte de sa propre mère. Une fille qui poste sur les réseaux sociaux que le visage de sa mère la dégoûte. Les mots étaient durs, mais nécessaires. Il était temps qu'elle comprenne, qu'elle sache vraiment qui j'étais et ce que j'avais fait pour elle. Et maintenant, Margot, je vais te dire une dernière chose sur ce visage qui te dégoûte tant. J'ai fait une pause, sachant que ce que j'allais révéler allait changer notre relation pour toujours. Margot tremblait maintenant, non pas de colère, mais de choc et de remords. Je continuais, parce qu'il était temps qu'elle sache tout. Chaque détail. Chaque sacrifice. Chaque moment où j'avais choisi son bonheur au détriment du mien. Le salon, avec ses meubles coûteux et ses œuvres d'art soigneusement choisies, semblait maintenant témoin silencieux d'une vérité qui n'avait jamais été prononcée entre ses murs. Les invités, qui étaient venus pour célébrer l'anniversaire de Sophie, se trouvaient maintenant au cœur d'un drame familial qui dévoilait des décennies de douleurs cachées. Tu te souviens quand tu as eu 16 ans et que tu voulais cette robe bleue de la vitrine des Galeries Lafayette? Elle coûtait 300 €, plus que ce que je gagnais en une semaine. Tu as pleuré, fait des caprices, dit que toutes tes amies auraient de belles robes à la fête et que tu serais la seule mal habillée. Margot a hoché la tête lentement, les larmes coulant toujours. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle commençait à se souvenir de ces moments différemment, à les voir à travers mes yeux pour la première fois. J'ai travaillé 3 semaines supplémentaires. Des ménages le dimanche, du nettoyage de vitres dans des immeubles, quelque chose qui me terrifiait. Je suis rentrée à la maison avec les mains coupées par les vitres, le dos détruit par tant d'efforts. Mais j'ai acheté la robe. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Bien sûr que tu ne savais pas. Et sais-tu pourquoi? Parce que je ne voulais pas que tu te sentes coupable. Je ne voulais pas que tu portes le poids de mes sacrifices. Je voulais que tu sois heureuse, confiante, que tu aies tout ce que je n'avais jamais pu avoir. J'ai fait une pause, regardant autour de moi tous ces visages attentifs. Sophie, ma petite fille, me regardait avec des yeux brillants de larmes, commençant probablement à comprendre pourquoi sa grand-mère avait toujours l'air si fatiguée lors des visites. Pierre semblait réaliser pour la première fois l'ampleur des sacrifices que j'avais faits pour sa belle famille. Mais cette robe n'était qu'un exemple parmi tant d'autres, Margot. Te souviens-tu de tes cours de piano? Tu avais 8 ans et tu entendais ta copine Amélie jouer du Chopin. Tu es rentrée à la maison en pleurant, disant que tu voulais aussi apprendre. Les cours coûtaient 80 € par mois, presque le quart de ma maigre paie d'alors. Margot s'est couverte le visage de ses mains, réalisant probablement pour la première fois le coût réel de son enfance privilégiée. J'ai pris un 3e travail, Margot. Après mes ménages de jour et de soir, je faisais du repassage pour les voisins. Mes doigts se brûlaient sur le fer chaud, mes yeux se fermaient de fatigue, mais je t'entendais jouer dans la pièce à côté et cela en valait la peine. Chaque note que tu jouais était comme un baume sur mes blessures. Marie, ma sœur, s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Elle se souvenait de cette époque, elle avait vu mes luttes de près. Tu te souviens de ce concert de fin d'année à l'école de musique, ai-je continué. Tu portais cette belle robe blanche que nous avions achetée spécialement. Tous les autres parents étaient en tenues élégantes, et moi j'étais au fond de la salle avec mon uniforme de travail parce que je venais directement du bureau que je nettoyais. La voix m'a manqué un moment. Ce souvenir était particulièrement douloureux. Tu as joué merveilleusement ce soir-là. Clair de lune de Debussy. J'étais si fière que mon cœur allait exploser. Mais quand tu as terminé et que tu as regardé dans la salle, tu m'as vu et ton sourire s'est effacé. Tu avais honte de moi, même ce soir-là, le soir de ton triomphe. Margot sanglotait maintenant ouvertement, ses épaules secouées par des spasmes de regret. Après le concert, tous les autres enfants présentaient leurs parents. Toi, tu as fait semblant de ne pas me voir et tu es parti avec la famille d'Amélie. Je suis rentrée seule à la maison, et j'ai pleuré toute la nuit. Pas parce que j'étais blessée,
mais parce que je réalisais que malgré tous mes efforts, je ne serais jamais assez bien pour toi. Pierre s'est approché de nous, visiblement ému. Clara, pourquoi ne nous avez-vous jamais dit? Que pouvais-je dire, Pierre? Que votre femme avait honte de moi depuis qu'elle était enfant. Que malgré tout ce que j'avais fait pour elle, elle ne pouvait pas supporter d'être associée à moi en public? J'ai marché vers la fenêtre, regardant la mer Méditerranée qui s'étendait à l'infini. Cette même mer que je regardais depuis mon petit appartement quand Margot était petite, rêvant d'un jour où nous pourrions être heureux ensemble. Mais les sacrifices financiers n'étaient rien comparés aux sacrifices émotionnels, Margot. Te souviens-tu de Marc? Margot a levé les yeux, surprise. Marc était un nom qu'elle n'avait probablement pas entendu depuis des années. Marc était un homme bien. Un veuf avec 2 enfants, qui travaillait comme mécanicien. Il m'aimait sincèrement, malgré mes mains rugueuses et mes vêtements simples. Il voulait m'épouser, nous donner une vraie famille. Tu avais 12 ans à l'époque. Le silence dans la pièce était total. Même les bruits de la circulation marseillaise semblaient s'être tus. Il venait souvent à la maison. Il t'aidait avec tes devoirs de mathématiques, il réparait les choses qui se cassaient. Il était patient, gentil, et il m'aimait malgré tout ce que la vie avait fait de moi. J'ai fait une pause, me souvenant de cet homme bon qui aurait pu changer nos vies. Mais tu ne le supportais pas. Tu lui faisais des scènes terribles. Tu criais que ce n'était pas ton père, que tu ne voulais pas de lui dans notre maison. Tu menaçais de fuguer si je l'épousais. Un soir, tu m'as dit, « Maman, si tu l'épouses, je ne te parlerai plus jamais. Je préfère qu'on reste seul plutôt que d'avoir ce pauvre comme père. » Margot était maintenant pâle comme un linge. Sophie la regardait avec des yeux écarquillés, découvrant une grand-mère qu'elle ne connaissait pas. Alors j'ai fait un choix, Margot. J'ai choisi ton bonheur plutôt que le mien. J'ai dit à Marc que nous ne pouvions pas nous marier. Je lui ai brisé le cœur pour protéger le tien. Il est parti, et je ne l'ai jamais revu. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage, mais je continuais. Il fallait qu'elle sache tout. Pendant les 15 années qui ont suivi, j'ai été seule. Complètement seule. Pas de compagnon, pas de soutien, personne pour partager mes inquiétudes ou mes joies. Parce que chaque fois qu'un homme s'intéressait à moi, je pensais à toi, à ta réaction, à ton bonheur. Marie pleurait maintenant aussi, se souvenant sans doute de Marc et de tous les autres hommes bien que j'avais écartés de ma vie. Et quand tu as grandi, quand tu as commencé à sortir avec des garçons, tu me demandais des conseils sur l'amour. Moi, qui avais renoncé à l'amour pour toi, je t'aidais à préparer tes rendez-vous, je t'écoutais parler de tes chagrins de cœur. Et jamais, jamais tu n'as pensé à demander pourquoi moi, ta mère, je n'avais personne. Margot s'est levée difficilement, comme si le poids de la révélation l'avait blessée physiquement. Elle s'est approchée de moi, ses jambes tremblantes. Maman, je ne savais pas. Vous ne m'avez jamais dit. Et pourquoi l'aurais-je dit, ai-je répondu, ma voix plus forte maintenant. C'était ma responsabilité comme mère de protéger ton enfance, pas de la charger de mes problèmes. Mais regarde ce que cela a donné. J'ai créé une fille qui ne sait pas reconnaître les sacrifices, qui ne ressent pas de gratitude, qui a honte de sa propre mère. Pierre s'est approché, mettant une main sur l'épaule de sa femme. Margot, Clara a raison. Tu es allé trop loin aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ton approbation, Pierre, ai-je répondu sèchement. J'ai besoin que ma fille comprenne quelque chose de très important. Je suis revenu vers elle, m'arrêtant juste devant elle. Ce visage qui te dégoûte, Margot, c'est le visage d'une femme qui t'a aimé plus qu'elle ne s'est aimée elle-même. C'est le visage de quelqu'un qui a renoncé à ses rêves, à ses relations, à ses chances d'être heureuse, tout pour que tu puisses avoir une vie meilleure. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert à nouveau son Instagram. Tu veux poster sur les visages dégoûtants? Alors regarde bien cette photo. Regarde ses rides. Chacune a une histoire d'amour pour toi. Regarde ses cheveux blancs. Chaque mèche a blanchi d'inquiétude pour ton bien-être.
Regarde ces mains rugueuses. Elles ont travaillé sans relâche pour que les tiennes puissent rester douces. Margot sanglotait maintenant, un pleur profond qui semblait venir de décennies de culpabilité réprimée. Mais il y a autre chose que tu dois savoir, Margot. Quelque chose sur ton comportement qui me fait mal depuis des années. Elle m'a regardée, effrayée de ce qui allait encore venir. Quand tu as rencontré Pierre, quand vous avez commencé à sortir ensemble, tu m'as demandé de ne pas venir au restaurant où vous alliez dîner avec ses parents. Tu m'as dit que ce serait gênant pour tout le monde. Pierre a pâli, réalisant probablement qu'il ne connaissait pas cette partie de l'histoire. J'ai accepté, comme toujours. Mais sais-tu ce que j'ai fait ce soir-là? Je me suis habillée avec mes plus beaux vêtements, qui étaient toujours simples, et je suis allée au restaurant. Pas pour vous déranger, mais pour vous voir de loin. Pour voir ma fille avec l'homme qu'elle aimait. Le silence était maintenant oppressant. Tous les invités nous regardaient, complètement absorbés par cette révélation familiale douloureuse. Je me suis assise à une table dans le coin, j'ai commandé juste un café, c'était tout ce que je pouvais me permettre dans cet endroit élégant, et je vous ai observé. Tu étais si belle, si heureuse. Pierre et ses parents vous écoutaient rire, et j'étais si fière de toi. Maman, a murmuré Margot, horrifiée. Mais alors tu m'as vu. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu quelque chose dans tes yeux que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la surprise, ce n'était pas de la joie de me voir. C'était de la panique. De la peur que je vienne vous parler, que je gâche ta soirée parfaite. J'ai fait une pause, laissant cette image pénétrer dans l'esprit de tous ceux qui nous écoutaient. Tu as dit quelque chose à Pierre, et il a regardé dans ma direction. J'ai vu dans ses yeux qu'il ne savait pas qui j'étais. Tu ne lui avais même pas montré de photo de moi. Ta propre mère était une inconnue pour l'homme que tu voulais épouser. Pierre regardait maintenant sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue, un mélange de déception et de tristesse. J'ai fini mon café en vitesse et je suis partie. Mais avant de partir, j'ai entendu la mère de Pierre demander, qui était cette dame qui nous regardait? Et tu as répondu, je ne sais pas, probablement juste une vieille dame curieuse. Margot s'est effondrée sur le sol, pleurant de manière incontrôlable. Sophie a couru pour la consoler, elle aussi en larmes. Ta propre mère était devenue juste une vieille dame curieuse pour toi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris que j'avais échoué. Pas comme mère, j'avais donné tout ce que j'avais, mais comme être humain. J'avais élevé quelqu'un incapable de reconnaissance, incapable d'amour inconditionnel. Je me suis agenouillée à côté d'elle encore une fois, cette fois pour la consoler malgré tout. Pendant ces mois depuis votre mariage, sais-tu quel a été mon plus grand regret? Ce n'était pas de vieillir seule. C'était de savoir que ma fille avait honte de moi. C'était de me demander si tous mes sacrifices avaient servi à quelque chose. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi, a-t-elle supplié, tenant mes mains. J'ai été une fille horrible. Je ne mérite pas ton amour. Margot, écoute bien ce que je vais te dire, ai-je dit, essuyant ses larmes avec tendresse. Je t'aime depuis le premier moment où je t'ai tenue dans mes bras. Rien de ce que tu fais ne peut changer cela. Même pas cette humiliation d'aujourd'hui. Elle m'a serré dans ses bras avec force, comme elle ne l'avait pas fait depuis qu'elle était enfant. Mais tu dois comprendre des choses importantes. D'abord, la beauté n'est pas seulement ce qu'on voit dans le miroir. La beauté est dans les sacrifices que nous faisons par amour, dans la force que nous trouvons pour continuer quand tout semble perdu, dans la capacité d'aimer inconditionnellement. Je me suis levée lentement, aidée par Pierre et Sophie. Deuxièmement, ne jamais, jamais, avoir honte de qui t'a donné la vie. Peu importe si cette personne est riche ou pauvre, jeune ou vieille, belle ou marquée par le temps. Si elle t'a aimé, si elle s'est sacrifiée pour toi, elle mérite ta gratitude et ton respect. J'ai marché vers mon téléphone et j'ai supprimé l'application Instagram de mon compte. Et troisièmement, les réseaux sociaux ne sont pas un endroit pour humilier la famille. Ce sont des outils de connexion, pas de destruction. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le personnellement, avec respect et amour.
Margot s'est levée, tremblant encore, et a marché vers moi. Maman, je vais prendre soin de toi. Je vais être à tes côtés. Je vais être la fille que tu as toujours méritée. Je ne veux pas de ta pitié, Margot. Je veux ton amour sincère. Je veux que tu comprennes que chaque ride sur mon visage raconte une histoire d'amour pour toi. Je veux que tu sois fière de moi, non pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. Elle a hoché la tête, tenant ma main. À partir d'aujourd'hui, je vais poster sur toi sur Instagram, oui. Mais je vais poster sur combien je suis reconnaissante d'avoir une mère qui m'a tant aimée. Je vais raconter tes sacrifices, ta force, comment tu es la plus belle femme que je connaisse, belle à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai souri pour la première fois de cet après-midi terrible. Et sais-tu quelque chose, Margot? Peut-être que le temps qui me reste nous permettra d'avoir la meilleure relation que nous ayons jamais eue. Peut-être que maintenant, enfin, nous pourrons être vraiment mère et fille. Mais je n'avais pas fini. Il y avait une dernière vérité qu'elle devait connaître. Une vérité qui changerait tout. Margot, il y a une dernière chose que tu dois savoir. Quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te dire, mais qu'après ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense qu'il est temps que tu découvres. Tous dans le salon prêtaient une attention maximale. Margot me regardait avec un mélange de peur et de curiosité. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. Les rayons du soleil de fin d'après-midi filtraient à travers les grandes baies vitrées, créant des jeux d'ombre et de lumière qui semblaient danser sur nos visages marqués par l'émotion. Il y a 6 mois, je suis allée chez le médecin parce que je ressentais beaucoup de douleur dans le dos. Je pensais que c'était juste les années de travail difficiles qui me faisaient payer le prix. Mais les examens ont révélé quelque chose de plus grave. Sophie a serré ma main plus fort. Marie s'est approchée, pressentant ce qui allait venir. Le silence était maintenant si profond que même les bruits de la circulation marseillaise semblaient s'être tus, comme si la ville entière retenait son souffle. J'ai un cancer de la colonne vertébrale, Margot. Les médecins m'ont donné entre 6 mois et 2 ans de vie, selon la façon dont mon corps répondra au traitement. Le silence qui a suivi était sépulcral. Margot a pâli complètement, ses jambes ont lâché et elle a dû s'appuyer contre le mur. Ses mains parfaitement manucurées tremblaient maintenant de manière incontrôlable, et ses bijoux coûteux semblaient soudain dérisoires face à cette nouvelle terrible. Non, a-t-elle murmuré. Ce ne peut pas être vrai. Je fais de la chimiothérapie depuis 4 mois. C'est pour cela que mes cheveux sont plus clairsemés, pour cela que j'ai tellement maigri. Ce n'est pas un manque de soin de moi-même, comme tu le pensais. C'est mon corps qui lutte contre une maladie qui peut m'emporter bientôt. Les mots sont sortis de ma bouche avec une clarté surprenante, comme si j'avais répété cette révélation pendant des mois. En réalité, c'était la première fois que je prononçais ces mots à voix haute devant ma famille. Mes médecins les connaissaient, mes infirmières les connaissaient, mais ma propre fille découvrait seulement maintenant que sa mère était en train de mourir. Margot s'est effondrée au sol, pleurant de manière incontrôlée. Sophie a couru pour la consoler, elle aussi en larmes. Pierre s'est agenouillé à côté de sa femme, son visage habituellement calme maintenant déformé par le choc et la culpabilité. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» a réussi à demander Margot entre les sanglots. « Pourquoi ? Pour que tu viennes me rendre visite par pitié ? Pour que tu fasses semblant de m'aimer juste parce que je suis en train de mourir ? Non, Margot. Je voulais que tu m'aimes pour ce que j'ai toujours été, pas pour ce que je suis en train de devenir. » Je me suis agenouillée à côté d'elle encore une fois, cette fois pour la consoler malgré la douleur que ces mots m'avaient causée plus tôt. Pendant ces mois de traitement, sais-tu quelle était ma plus grande peur ? Ce n'était pas de mourir. C'était de mourir en sachant que ma fille avait honte de moi. C'était de quitter ce monde en laissant cette rancœur entre nous. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage aussi. Après des mois de chimiothérapie, de nausées, de douleurs, de nuits blanches à me demander si je verrais le prochain printemps, j'avais enfin dit la vérité à ma fille. Chaque séance de chimiothérapie, Margot, je m'asseyais dans cette chaise froide de l'hôpital, avec une aiguille dans le bras,
et je pensais à toi. Je me demandais si tu pleurerais à mes funérailles ou si tu serais juste soulagé de ne plus avoir à t'embarrasser de moi. Pierre avait maintenant les larmes aux yeux. Cet homme, qui avait toujours été poli mais distant avec moi, semblait réaliser pour la première fois l'ampleur de ce que sa belle-mère avait enduré en silence. « Clara, a-t-il dit d'une voix étranglée, pourquoi ne nous avez-vous rien dit? Nous aurions pu vous aider, vous accompagner. » « M'accompagner où, Pierre? Aux séances de chimiothérapie? Pour regarder cette vieille femme dont votre femme a honte se faire empoisonner lentement dans l'espoir de gagner quelques mois de vie? Mes mots étaient durs, mais ils reflétaient la réalité de ma solitude. Pendant 4 mois, j'avais affronté cette maladie seule, comme j'avais affronté la plupart des difficultés de ma vie. Vous savez ce qui était le plus difficile? Ce n'était pas les nausées, ce n'était pas la fatigue, ce n'était pas même les douleurs. C'était de m'asseoir dans cette salle d'attente et de voir toutes ces autres personnes malades accompagnées de leurs familles, de leurs enfants qui tenaient leurs mains, qui leur apportaient des fleurs, qui leur murmuriaient des mots d'encouragement. Margot sanglotait maintenant si fort que tout son corps tremblait. Sophie, ma petite fille chérie, pleurait aussi, réalisant probablement que sa grand-mère bien-aimée pourrait bientôt disparaître. Et moi, j'étais seule. Toujours seule. Avec mon petit sac contenant un livre et une bouteille d'eau, regardant les autres familles et me demandant ce que j'avais fait de mal pour mériter cette solitude. Marie, ma sœur, s'est approchée et m'a prise dans ses bras. « Clara, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais été là. Parce que tu as ta propre famille, Marie. Tes propres problèmes. Je ne voulais être un fardeau pour personne. C'était ma nature profonde, protéger les autres, même au détriment de mon propre bien-être. Même face à la mort, mon premier instinct était de porter seul le poids de ma souffrance. Mais il y avait quelque chose de pire que la solitude, Margot. Il y avait cette pensée qui me hantait pendant chaque traitement, et si je mourais sans que tu saches à quel point je t'aimais? Et si mes derniers mots avec toi étaient une dispute? Et si tu gardais seulement le souvenir d'une mère qui t'embarrassait? J'ai regardé autour de moi, voyant tous ces visages bouleversés. Les amis élégants de Margot, qui quelques heures plus tôt ricanaient peut-être de mon apparence, me regardaient maintenant avec respect et compassion. Il y a 3 semaines, j'ai eu une crise particulièrement forte. Les douleurs étaient insupportables, et j'ai dû appeler une ambulance. J'étais seule dans cet appartement, me tordant de douleur, et la seule chose à laquelle je pensais, c'était, si je meurs maintenant, Margot ne saura jamais que son dernier message sur Instagram a été comme un coup de poignard dans mon cœur. Margot a levé les yeux vers moi, horrifiée. Aux urgences, quand l'infirmière m'a demandé qui elle devait contacter, j'ai donné ton numéro. Mais ensuite, j'ai réalisé que si tu venais, ce serait par obligation, pas par amour. Alors j'ai dit que ce n'était pas nécessaire, que je n'avais personne. Maman, a-t-elle murmuré, sa voix brisée par l'émotion. Cette nuit-là, seule dans ce lit d'hôpital, connectée à des machines qui bipaient dans le noir, j'ai pris une décision. Si je survivais à cette crise, si j'avais encore un peu de temps, je te dirais la vérité. Toute la vérité. Peu importe les conséquences. Je me suis levée difficilement, mes articulations douloureuses me rappelant que le temps pressait. Et puis aujourd'hui, quand j'ai vu cette publication, quand j'ai lu que mon visage te dégoûtait, j'ai su que le moment était venu. Pas seulement de te dire que j'étais malade, mais de te dire tout ce que j'avais gardé secret pour te protéger. Pierre s'est levé aussi et s'est approché de moi. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il m'a regardé vraiment, pas comme la belle-mère embarrassante, mais comme une femme qui avait souffert et aimé en silence. Clara, je vous demande pardon. Pardon de ne pas avoir su voir qui vous étiez vraiment. Pardon d'avoir laissé Margot vous traiter comme elle l'a fait. Tu n'as rien à te reprocher, Pierre. Tu n'es responsable ni de mes erreurs en tant que mère, ni des choix de ta femme. Margot s'est relevée lentement, s'approchant de moi avec des pas hésitants. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je vais prendre soin de toi. Je vais t'accompagner à tous tes rendez-vous médicaux.
Je vais être la fille que tu as toujours méritée. Je ne veux pas de ta pitié, Margot. Je veux ton amour sincère. Je veux que tu comprennes que chaque ride sur mon visage raconte une histoire d'amour pour toi. Je veux que tu sois fière de moi, non pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. Elle a hoché la tête, tenant ma main avec une douceur que je n'avais pas ressentie depuis des années. À partir d'aujourd'hui, je vais poster sur toi sur Instagram, oui. Mais je vais poster sur combien je suis reconnaissante d'avoir une mère qui m'a tant aimée. Je vais raconter tes sacrifices, ta force, comment tu es la plus belle femme que je connaisse, belle à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai souri pour la première fois de cet après-midi terrible. Et sais-tu quelque chose, Margot? Peut-être que ces mois qui me restent seront les meilleurs de notre relation. Peut-être que maintenant, enfin, nous pourrons être vraiment mère et fille. Sophie s'est jointe à nous, formant un cercle de 3 générations de femmes. Marie nous a rejointes, ainsi que Pierre. Même quelques-uns des autres invités se sont approchés, visiblement émus par toute cette histoire. Je t'aime, maman, a dit Margot, et pour la première fois en décennies, j'ai senti qu'elle disait vraiment la vérité. Moi aussi je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimé, même quand tu ne pouvais pas le voir. Ce soir-là, après que tous soient partis, Margot a insisté pour que je reste dormir chez elle. Pour la première fois en années, nous avons eu une conversation longue et honnête. Elle m'a parlé de ses insécurités, de comment elle s'était toujours sentie sous pression d'être parfaite, de comment l'abandon de son père l'avait marquée plus que nous ne l'imaginions. Et j'ai finalement compris que, d'une certaine façon, nous avions toutes les deux été victimes du même homme cruel qui nous avait abandonnés. Moi, pour avoir dû porter seul le poids de l'éducation. Elle, pour avoir grandi sans référence paternelle et avec une mère toujours fatiguée et préoccupée. 6 mois après, alors que j'écris cette histoire, je peux dire que ces ont été les meilleurs mois de ma vie. Margot a été une fille présente, affectueuse, attentionnée. Elle m'accompagne à tous les rendez-vous médicaux, elle m'aide avec les tâches ménagères, et plus important, elle me voit. Elle me voit vraiment. Le cancer est toujours là, mais les médecins ont été surpris par mon amélioration. Ils disent que l'état émotionnel influence beaucoup le traitement, et je le crois. Retrouver l'amour de ma fille m'a donné des forces que je ne savais même pas avoir encore. Sophie a été notre lien, notre pont. Elle nous a aidés à reconstruire cette relation qui semblait perdue. Et Pierre a été un gendre merveilleux, me traitant avec affection et respect. Parfois, quand je me regarde dans le miroir, je vois encore les rides, les cheveux blancs, les marques du temps. Mais maintenant je vois aussi quelque chose de différent, je vois une femme qui a aimé, qui s'est battue, qui n'a jamais abandonné. Je vois de la beauté là où avant je ne voyais que de la fatigue. Et Margot? Elle a supprimé cette publication cruelle, à la place, a publié un bel hommage pour moi à la fête des mères, racontant une partie de notre histoire et s'excusant publiquement pour ce qu'elle avait fait. Les commentaires ont tous été de soutien et d'affection. La leçon qui reste est simple, mais profonde, ne jugez jamais quelqu'un par son apparence. Derrière chaque visage fatigué, il peut y avoir une histoire d'amour et de sacrifice que vous n'imaginez même pas. Et ne jamais, jamais, humilier celui qui vous a donné la vie. Parce que quand cette personne partira, vous n'aurez aucun moyen de demander pardon. Aujourd'hui, quand Margot me regarde, je vois de l'amour dans ses yeux. Et quand elle poste mes photos sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec des légendes affectueuses, racontant combien elle est fière d'être ma fille. Après tout, le plus beau visage du monde est celui qui nous regarde avec un amour véritable. Et grâce à Dieu, j'ai finalement trouvé ce regard chez ma propre fille. Il y a 2 semaines, Margot m'a surprise avec une proposition que je n'aurais jamais imaginée. Elle voulait organiser une grande fête pour mes 70 ans, en invitant tous ceux qui m'avaient connu au fil des années. Au début, j'ai hésité, me souvenant de toutes les fois où elle avait eu honte de moi en public. Mais elle a insisté, « Maman, je veux que le monde entier sache qui tu es vraiment. Je veux célébrer la femme la plus forte que je connaisse. » Cette fête a eu lieu la semaine dernière. Margot avait invité mes anciennes collègues de ménage, les familles pour qui j'avais travaillé,
mes voisins, et même Marc. Oui, elle avait retrouvé Marc et l'avait invité. Quand je l'ai vu entrer dans la salle, mes jambes ont faibli. Il avait 75 ans maintenant, les cheveux complètement blancs, mais ses yeux avaient la même douceur qu'il y a 30 ans. Margot nous a laissés seuls quelques minutes. Clara, a-t-il dit simplement, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Nous avons parlé longtemps cette soirée-là. Il m'a dit qu'il avait compris pourquoi j'avais choisi ma fille plutôt que lui, et qu'il m'avait toujours respecté pour cela. Il ne s'était jamais remarié, gardant dans son cœur l'amour d'une femme qui avait choisi l'amour maternel avant l'amour romantique. Aujourd'hui, Marc me rend visite régulièrement. Pas comme un prétendant, nous savons tous les deux qu'il est trop tard pour cela, mais comme un ami cher qui comprend mes sacrifices. Margot l'a accepté avec joie, réalisant enfin la profondeur de ce que j'avais perdu pour elle. Le cancer progresse, c'est vrai. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais je ne suis plus seule. Ma fille est devenue la femme que j'avais toujours espéré qu'elle soit, aimante, reconnaissante, fière de ses origines. Elle a même commencé à travailler comme bénévole dans un refuge pour femmes seules avec enfants, comprenant enfin les difficultés que j'avais traversées. Je veux aider d'autres mères comme toi, maman, m'a-t-elle dit. Hier, elle m'a montré une nouvelle publication Instagram, une photo de nous deux, main dans la main, avec cette légende, le plus beau visage de ma vie. Celui de ma mère, Clara. Chaque ride raconte une histoire d'amour pour moi. Je suis fière d'être sa fille. Les commentaires étaient remplis de cœurs et de messages d'amour. Mais le plus beau commentaire était le sien, en réponse à une question d'une suivante, « Comment pouvez-vous être si belle à votre âge ?» Sa réponse, « Elle est belle parce qu'elle a aimé toute sa vie sans compter. » La vraie beauté vient de l'amour qu'on donne, pas de ce qu'on reçoit. Cette histoire que je viens de partager avec vous n'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire de toute une génération qui a tout donné en silence. Une génération qui connaît le poids de la responsabilité, le goût amer de l'ingratitude et la force qui naît de la nécessité. Combien d'entre vous, en ce moment précis, écoutent ces mots avec une boule dans la gorge? Combien se reconnaissent dans cette femme qui a travaillé jusqu'à ce que ses mains saignent, qui a mangé moins pour que ses enfants puissent manger plus, qui a retenu ses larmes pour ne inquiéter personne? Je sais qu'il y a des mères ici qui ont déjà ressenti ce vide glacial dans la poitrine quand leur enfant a fait semblant de ne pas les connaître en public. Je sais qu'il y a des pères qui attendent encore un appel qui ne vient jamais, une reconnaissance qui semble impossible. Je connais cette douleur parce que je l'ai vécue pendant des décennies. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez pardonné en silence? Combien d'humiliations avalées avec un sourire forcé? Combien de nuits blanches à vous questionner où vous aviez échoué, ce que vous auriez pu faire différemment? Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris trop tard, notre douleur n'est pas un défaut. C'est la preuve de notre amour. Chaque sacrifice que nous avons fait, même non reconnu, a façonné des personnes. Peut-être pas de la façon que nous espérions, mais il les a façonnés. Il y a une vérité crue que nous devons affronter, tout amour n'est pas immédiatement partagé. Parfois, il faut une crise, une révélation choquante, ou même la proximité de la mort pour qu'il voie qui nous sommes vraiment. Et c'est acceptable. L'amour véritable n'a pas de date d'expiration. Vous qui m'écoutez et ressentez encore cette blessure ouverte dans le cœur, n'abandonnez pas. Ne laissez pas l'amertume prendre possession du temps qui vous reste. Parce que s'il y a une chose que j'ai découverte, c'est que le pardon libère d'abord celui qui pardonne. Peut-être que vos enfants ne reconnaîtront jamais tout ce que vous avez fait. Peut-être ne s'excuseront-ils jamais pour les mots cruels, les regards de honte, la distance construite au fil des ans. Mais cela ne diminue en rien la valeur de ce que vous êtes. Chacun de vous porte en lui une histoire de résistance qui mérite d'être racontée. Chaque ride est un chapitre de courage. Chaque cheveu blanc est une page de sagesse conquise dans la douleur. Vous êtes des bibliothèques vivantes d'amour inconditionnel. Et pour ceux qui ont encore du temps, qui peuvent encore changer le cours de l'histoire, n'attendez pas une crise pour dire la vérité. Ne gardez pas de secrets douloureux en pensant que vous protégez. Parfois, la protection excessive crée exactement ce que nous voulons éviter.
Maintenant, regardez vos propres vies et dites-moi, si vous étiez à ma place, pourriez-vous trouver la force de pardonner après tant de souffrance? Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer? Que les relations brisées peuvent être reconstruites? Plus important encore, quel secret portez-vous qui pourrait libérer quelqu'un que vous aimez? Quelle vérité non dite pourrait transformer une relation? Laissez ici vos histoires, non pas comme des lamentations, mais comme des phares pour d'autres qui naviguent dans la même mer houleuse. Racontez-moi ce moment où vous vous êtes senti invisible, ce sacrifice que personne n'a vu, cette larme que personne n'a essuyée. Mais racontez aussi les petits miracles. Le petit-fils qui court encore dans vos bras. La fille qui a finalement dit « merci ». Le pardon qui est arrivé quand vous vous y attendiez le moins. Parce qu'il y a des gens ici qui sont sur le point d'abandonner, qui croient qu'il est trop tard pour tout changement. Et peut-être que votre histoire est exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour trouver l'espoir. Si cette histoire vous a fait pleurer, c'est parce qu'elle a touché quelque chose de vrai en vous. Si elle vous a fait réfléchir sur vos propres familles, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Si elle vous a fait penser à quelqu'un que vous aimez, c'est peut-être le moment d'une conversation en suspens. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Parce que nos histoires, quand elles sont partagées, cessent d'être des fardeaux solitaires et deviennent des ponts de compréhension. Parce qu'il y a du pouvoir à savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Au final, nous sommes tous ici pour un temps limité. La question n'est pas de savoir si nous serons rappelés, mais comment. Ce n'est pas si nous avons été parfaits, mais si nous avons vraiment aimé. Et vous, qui m'écoutez maintenant, vous avez aimé. Même quand cela faisait mal, même quand ce n'était pas rendu, vous avez aimé. Et cela, en soi, fait déjà de vous des personnes extraordinaires.